Avez-vous peur d'une invasion américaine dans votre pays? Non, nous les attendons. Il a prononcé ces mots parce qu'il connaît le piège, celui dans lequel son pays est déjà tombé. Le 18 mars 2026 vers 14 h, des avions israéliens sont intervenus et ont frappé le point le plus vulnérable de l'Iran. 2 raffineries ont été mises hors service. Environ 100 à 140 millions de mètres cubes de gaz ont cessé de circuler chaque jour. Cette frappe a aggravé les coupures et accentué la pénurie d'électricité dans ce pays dépendant du gaz. Mais au cœur de cette frappe se trouvait l'agent infiltré d'Israël en Iran, celui à qui revient le mérite de ce succès. Ce n'était ni l'Amérique, ni un espion, ni une technologie avancée. C'était la propre malédiction de l'Iran, un poison lent qui le ronge de l'intérieur depuis des décennies. Je me fiche que YouTube tente de supprimer cette vidéo parce qu'il n'aime pas les sujets de guerre. Je révélerai la vérité, mais cliquez sur j'aime pour forcer YouTube à être juste. Merci. Avec 1,6 million de kilomètres carrés, l'Iran est aussi grand que le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Allemagne réunies. Pourtant, la majorité de cette terre reste enclavée derrière les murailles de la nature. Les géographes nomment cette structure un bassin montagneux. Elle influence où la pluie tombe, où la sécheresse apparaît, où les armées progressent, tout stoppe, et où les villes prospèrent, tout dépérissent. Cette force est désormais le principal ennemi de l'Iran, ou le plus grand atout d'Israël. Et ce ne sont pas mes mots, c'est écrit dans l'histoire elle-même. L'autoroute Téhéran-Nord a nécessité 137 tunnels rien que pour traverser l'Alborz. Donc, un entrepreneur étranger a commencé à forer en 1997. Ils y ont passé près de 2 décennies, mais sont partis après avoir terminé moins d'un quart du travail. Les entreprises iraniennes ont affronté des failles, des venues d'eau souterraines, du méthane et des roches si comprimées qu'elles engloutissaient littéralement les tunneliers, obligeant les équipes à creuser des tunnels de contournement distincts pour extraire le matériel et recommencer. L'échec du projet ne relevait ni de l'entrepreneur ni des entreprises iraniennes. La véritable cause était la malédiction de la géographie de l'Iran. L'Iran est formé par de grandes chaînes de montagnes entourant un intérieur élevé, composé de plateaux, de déserts et de plaines salées. La plupart du pays est à plus de 1500 mètres d'altitude, avec peu de terre plate, sauf 2 bandes étroites près de la mer Caspienne au nord et la plaine du Khouzistan au sud-ouest. La géographie de l'Iran est à la fois sa meilleure protection et son pire ennemi. Les gens ne l'ont compris qu'après le conflit actuel. Mais elle façonne tout le jeu de la géopolitique depuis des décennies. L'Iran possède 1201 billions de pieds cubes de gaz naturel. Cela représente environ 18% du gaz de la planète, juste derrière la Russie. Soud Paris, situé dans le golfe Persique, compose la moitié du plus grand champ gazier au monde, partagé avec le Qatar. On dirait un super pouvoir pour l'Iran. Ce champ fournit la majeure partie du gaz domestique iranien, qui couvre plus de 80% de la consommation énergétique du pays. Il alimente aussi environ 85 à 86% de son électricité. L'Iran n'exporte pas seulement cette énergie, il fonctionne presque entièrement avec elle chez lui. Et cela est devenu sa plus grande faiblesse. Le 18 mars 2026, des avions israéliens sont intervenus et ont frappé les usines de traitement, les réservoirs de stockage, les pipelines, les complexes pétrochimiques, 2 raffineries, tous situés à Zalouïeh, dans la province de Bacher. Israël avait prévenu Washington à l'avance, Trump a donné son accord, et les forces américaines sont restées totalement en dehors de l'opération. Des incendies se sont déclarés sur l'ensemble du site, qui ont finalement été maîtrisés, et aucun décès immédiat n'a été signalé. Mais les dégâts sur le système énergétique iranien ont été immédiats et graves. 2 raffineries ont été mises hors service. Entre 100 et 140 millions de mètres cubes de gaz ont cessé de circuler chaque jour. Et avec les sanctions qui étouffaient déjà les exportations, tout cela n'avait plus aucun débouché. En Iran, les coupures de courant se sont aggravées, et les pénuries d'électricité se sont creusées dans un pays déjà dépendant du gaz. On pourrait penser que la supériorité aérienne d'Israël a étouffé l'Iran, mais c'est en fait la géographie complexe de l'Iran qui en est la cause. Outre les dégâts matériels, la frappe a mis en lumière un problème plus sérieux pour Téhéran. Concentrer 70% de l'énergie du pays en un seul lieu, aussi isolé ou défendu soit-il, offrait à l'ennemi une cible facile à localiser et à frapper. Pourquoi ai-je dit que la géographie de l'Iran est son plus grand sauveur ? En juin 2025, les États-Unis ont frappé l'Iran lors de l'opération Lion-Levant. Ils ont frappé les infrastructures nucléaires et de missiles balistiques de l'Iran. Les responsables iraniens ont clairement indiqué que le programme n'avait pas été détruit, car les installations les plus critiques avaient été placées profondément à l'intérieur de ces chaînes de montagnes, dans un terrain que la puissance aérienne conventionnelle ne peut pas atteindre ou pénétrer de manière fiable. Ce n'était pas un hasard.
Cette doctrine reposait uniquement sur la géographie. Et quand les responsables iraniens ont dit « nous attendons », ils ne plaisantaient pas. Pendant la guerre Iran-Irak, dans les années 1980, les forces irakiennes ont pénétré en Iran et se sont retrouvées face aux monts Zagros. Leurs colonnes blindées, efficaces sur terrain plat, sont devenues presque inutiles. Les crêtes et les cols ont absorbé l'avance, tout ralenti, et rendu toute percée décisive presque impossible. Mais imaginez que vous disposez d'une technologie avancée, et que vous avez réussi à franchir les montagnes, les deux, les monts Zagros et les monts Arbos, contre toute attente. Vous êtes maintenant à l'intérieur de l'Iran, mais ce qui vous attend est pire. Le centre du pays s'appelle le plateau central, une série de bassins situés à environ 900 mètres d'altitude. Il est entièrement entouré par ces murs montagneux que vous venez de franchir. Ces montagnes interceptent presque toute l'humidité venant de la mer Caspienne ou de la Méditerranée, si bien que presque rien n'atteint l'intérieur. La pluie n'arrive tout simplement jamais. Et ce que cela crée dans la moitié orientale du plateau, ce sont deux des déserts les plus brutaux et impitoyables de toute la planète. Le premier est le Dasht Karvir, le grand désert de sel. Des rivières se forment effectivement ici chaque printemps, alimentées par la fonte des neiges qui dévalent des sommets environnants, mais ces rivières n'ont nulle part où aller. Le plateau étant sans issue, l'eau s'accumule dans les bassins les plus bas, puis s'évapore sous le soleil d'été. Il fait tout s'évaporer, ne laissant que des structures cristallines de sel appelées kavirs. De loin, cela ressemble à un sol solide, mais si vous vous approchez suffisamment, il cède sous vos pas. Le deuxième Dasht Talut est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette distinction existe non pour l'agrément du lieu, mais en raison de sa géographie extrême. C'est un des endroits les plus secs et chauds de la planète. Des vents puissants le traversent en permanence, sculptant le terrain en immenses crêtes et déplaçant des champs de dunes qui ne gardent alors jamais la même forme deux fois. Son centre se situe à environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus bas que le plateau environnant, ce qui attire la chaleur vers l'intérieur et empêche l'humidité d'y pénétrer en permanence. Inhabitable, pas occasionnellement, pas selon les saisons, mais comme condition de base. Ensemble, ces deux déserts forment un mur oriental tout aussi infranchissable que les monts Zagros à l'ouest. Toute force venant d'Afghanistan ou du Pakistan vers l'Iran s'y heurte directement. Aucune ligne d'approvisionnement sur cette route. Pas de corridor fiable à travers le Karvir. Uniquement des oasis dispersées séparées par des distances qui épuisent les ressources plus vite qu'une armée ne peut les reconstituer. Mais si c'est le cas, comment Israël prend-il l'avantage sur l'Iran ? C'est parce qu'ils savent où et quoi frapper, et ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi Israël mise sur son principal atout, la supériorité aérienne. Beaucoup pensent qu'Israël a déjà exploité toutes les faiblesses de l'Iran, mais en réalité, il n'a fait qu'effleurer la surface. Israël a récemment déclaré qu'il restait des centaines de cibles iraniennes à frapper et qu'il pourrait exploiter la faiblesse secrète de l'Iran. Vous voyez, entre 90 et 95% des musulmans d'Iran sont des chiites duodécimains. Cela représente entre 66 et 70 millions de personnes, ce qui fait de l'Iran le centre démographique incontesté du monde chiite. Mais cette concentration n'est pas répartie uniformément dans le pays. Elle correspond presque parfaitement au cœur du pays persanophone, comme ces provinces, où l'identité chiite, le pouvoir de l'État et la vie culturelle ne coexistent pas simplement côte à côte. Ils agissent comme un système fusionné. Les musulmans sunnites représentent officiellement 5 à 10% de la population. Le problème, c'est que ces communautés vivent presque uniquement aux frontières de l'Iran. Les sunnites kurdes à l'ouest, les turkmènes au nord-est, les baloutches au Sistan et Baloutchistan, et les arabes sur la côte du Golfe. Ce que toutes ces régions ont en commun, au-delà de la religion, c'est le même schéma, économiquement plus pauvre, plus rural, plus étroitement surveillé. L'essentiel est qu'elles sont plus éloignées du pouvoir que le noyau chiite qu'elles entourent. Cette distance entre le centre et la périphérie reste l'une des tensions les plus constantes et gérées en Iran. Elle n'a jamais totalement disparu. Et l'histoire montre que les communautés isolées peuvent toujours être exploitées par des adversaires. La géographie que nous voyons comme une malédiction pour l'Iran est aussi une source indirecte d'emplois illicites pour des milliers de personnes. Les monts Zagros, le long de l'Irak, et les chaînes orientales vers l'Afghanistan et le Pakistan ont des sommets qui s'élèvent à 3 à 4 000 mètres, entrecoupés de gorges profondes, de forêts et de cols enneigés. La plupart est inaccessible aux véhicules, impossible à surveiller entièrement. Au-delà de ces cols vivent des communautés ayant une connaissance locale et des générations d'expérience pour se déplacer dans un terrain que les non-initiés ne savent pas traverser, surtout la nuit. C'est là que les kolbars opèrent.
Jusqu'à 300 000 porteurs kurdes transportent de 25 à 70 kilos sur leur dos, gravissant des sentiers montagneux en zigzag pendant des heures avec des téléviseurs, climatiseurs, thé, cigarettes et alcool. De loin, ce sont de simples points mobiles sur la colline. De près, ce sont des pères et fils venus de province où l'économie légale n'est jamais arrivée. Mais ces chemins transportent aussi quelque chose de bien plus sombre. Des réseaux organisés transportent carburant et médicaments subventionnés d'Iran vers le Pakistan et l'Afghanistan. Héroïne, opium et méthamphétamine d'Afghanistan repartent en sens inverse vers Tarkei et l'Irak. Les armes suivent les mêmes routes. Au Kurdistan irakien, les contrebandiers utilisent drones et parapentes, là où les sentiers sont trop exposés. Les montagnes rendent ces frontières impossibles à fermer, et la pauvreté pousse les gens à les franchir. Les cartels ayant su exploiter les deux ont découvert la zone de contrebande la plus précieuse au monde. Mais la pire malédiction de l'Iran reste sa proximité ethnique avec le Pakistan défaillant. Le Sistan et Baloutchistan, plus grande province d'Iran, possèdent des réserves de gaz et des richesses minérales, mais reste l'une des régions les plus pauvres du pays. Les Baloutches, sunnites, dans un état chiite, et ethniquement différents des Perses, savent combien peu de la richesse iranienne leur parvient. Ce mélange d'identité, de religion et de négligence économique a entretenu une insurrection de faible intensité ici depuis 2004. Des attaques contre les unités du CGRI, les postes de contrôle de la police, les infrastructures, suffisamment régulières pour que Téhéran n'ait jamais réussi à les éradiquer complètement. En 2023, Jaïch el-Aldal, un groupe militant sunnite opérant des deux côtés de la frontière irano-pakistanaise, a tué 11 policiers iraniens lors d'une seule attaque. Et ici, la frontière est un problème à part entière. En janvier 2024, l'Iran a frappé des camps de Jaïch el-Adal à l'intérieur du Baloutchistan pakistanais et a tué des civils. Le Pakistan a frappé des sites du Front de libération du Baloutchistan en Iran. Et la raison pour laquelle j'ai qualifié le Pakistan d'État défaillant, c'est parce qu'en réalité, le Pakistan contrôle à peine son propre Baloutchistan. Eux aussi se sont rebellés contre l'inégalité et les atrocités. Deux pays affirment combattre les mêmes militants et tirent à travers une frontière incontrôlée. Le désert et les montagnes de la région échappant au contrôle des deux gouvernements. Armes, drogues, combattants, la géographie facilite leur circulation libre. En ajoutant une guerre à grande échelle, vous verrez que le CGRI subit une pression. Les groupes militants baloutches ont salué les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, voyant là leur occasion idéale. L'idée d'un grand Baloutchistan unifié et indépendant, s'étendant sur l'Iran, le Pakistan et l'Afghanistan, donne à ces groupes une cause bien plus grande que tout ce que Téhéran pourrait négocier autour d'une table. L'Iran n'a jamais totalement contrôlé cette province, même lorsque la situation était calme. En ce moment, au milieu de tout cela, il a ouvert un front supplémentaire que le pays ne peut tout simplement pas se permettre de gérer. L'emploi officiel pour les Iraniens est également fortement influencé par la géographie du pays. La province de Kerman, dans le sud, abrite l'un des plus grands gisements de cuivre au monde, le complexe de Sarcheshmer, qui regroupe environ 5% du cuivre connu de la planète en un seul endroit. Pour le zinc et le plomb, l'Iran se distingue davantage, avec Mardi Abad à Yazd et Angoran à Zanjan, parmi les gisements les plus riches au monde. Le minerai de fer s'étend sur le plateau central. Le Khorasan possède la plus forte concentration de mines actives du pays. Récemment, d'importants gisements de lithium et de titane ont été découverts. Les 3/4 des emplois miniers en Iran proviennent de matériaux non hydrocarbures, ni pétrole, ni gaz, mais des métaux, des minerais, des minéraux industriels qui font rarement la une de l'actualité internationale, mais qui soutiennent discrètement l'économie de provinces entières. L'emploi est donc fortement concentré dans un secteur risqué. L'Iran pourrait agir sur cette situation, mais pas sur celle déclenchée par son principal ennemi. L'Iran n'a qu'environ un tiers de ses terres adaptées à l'agriculture. Le pire, c'est que seulement 12% sont réellement cultivées. Moins d'un tiers de ces terres cultivées sont irriguées. Le reste dépend de l'agriculture pluviale, qui dépend entièrement des précipitations dans un pays où 80% des terres sont arides ou semi-arides. Les satellites l'ont clairement cartographié. Environ 68% de la surface de l'Iran est très exposée à la désertification. Là où l'irrigation intensive existe, elle a puisé si fortement dans les eaux souterraines que la salinité du sol et de l'eau augmente dans tout le bassin central. Cela mine silencieusement la fertilité qui subsiste. Pourquoi évoquer agriculture et irrigation alors qu'il manque déjà d'eau potable pour les Iraniens ? Il y a quelques mois, la crise de l'eau en Iran était au centre de l'actualité. Aujourd'hui, la guerre occupe toute l'attention. Le monde semble oublier, mais la nature, elle, n'oublie pas. La situation empire. Le seul fleuve navigable de tout le pays est le Karun. Il mesure 830 km de long, et même là,
Seulement environ 180 km de Karamchar jusqu'à Abbas peuvent réellement être utilisés par des bateaux. Les rivières Karké, Dez et Yaraï existent. Elles déposent des sédiments fertiles dans la plaine du Khouzistan. Cependant, il n'y a pas de réseau national d'eau reliant tout cela. Historiquement, les Iraniens ont surmonté ce problème par leur ingénierie, et leurs réalisations sont remarquables. Le Kanat, des tunnels souterrains, creusés à la main et alimentés par la gravité, qui tire l'eau de source en hauteur et la transporte à travers des plaines arides, jusqu'aux endroits où vivent réellement les gens. On estime qu'il existe environ 70 000 de ces structures à travers l'Iran, avec une longueur totale de 400 000 km, construites à la main sur des siècles, sans équipement moderne. Mais cette ère de conservation ingénieuse est aujourd'hui anéantie à une vitesse telle que les experts ne parlent plus de pénurie, mais désormais de faillite hydrique. Rien qu'entre 2003 et 2019, l'Iran a perdu environ 211 km3 de sa réserve totale d'eau. C'est plus du double de la consommation nationale annuelle totale du pays, disparue en moins de 2 décennies. L'Institut des ressources mondiales classe l'Iran parmi les nations les plus touchées par le stress hydrique sur la planète, avec entre 80 et 100% de ses ressources en eau renouvelable prélevées chaque année. La tendance à long terme montre que la disponibilité d'eau par habitant s'est effondrée, passant d'environ 4500 mètres cubes dans les années 1970 à environ 1000 mètres cubes aujourd'hui, ce qui place officiellement l'Iran dans la catégorie de la pénurie absolue d'eau. Plus de 90% de ce qui reste est destiné à l'agriculture, principalement par le biais de l'irrigation par inondation. C'est l'une des méthodes les moins efficaces pour cultiver des plantes gourmandes en eau dans les zones les plus sèches du monde. L'Iran reçoit en moyenne seulement 235 à 250 mm de précipitations par an, soit environ la moitié de la moyenne mondiale des terres, et 82% du pays est classé comme aride ou semi-aride. Presque toutes les précipitations tombent entre novembre et mai, laissant une longue saison sèche avec forte évaporation et des rivières qui s'assèchent tout cessent de couler. Les conséquences sont maintenant visibles. L'extraction excessive des eaux souterraines a causé un affaissement du sol à Ispahan et Téhéran, endommageant routes et bâtiments tandis que la terre se comprime silencieusement. Fin 2025, les 5 principaux réservoirs de Téhéran n'étaient plus qu'à 12% de leur capacité, poussant le gouvernement à envisager sérieusement de déplacer la capitale. Les lacs reflètent cette crise. Le lac Urmia, jadis le plus grand du Moyen-Orient, est désormais une plaine salée. Le Zayandeh-Roud devient un canal sans vie les années sèches, étouffé par barrages et détournements. Plusieurs lacs, à la frontière afghane, ont tant rétréci que leurs bassins asséchés provoquent des tempêtes de poussière, touchant terres agricoles et villes voisines, transformant la crise écologique en urgence sanitaire. L'Iran ne gère pas la pénurie d'eau. Il perd l'eau qui rendait cette terre habitable, et rien dans sa politique actuelle ne progresse assez vite pour changer cela. Les montagnes protégeant son programme nucléaire sont en fait son principal ennemi. En 1995, l'élargissement du tunnel de Kendovan a débuté et paraissait simple sur le papier. Quand les ingénieurs ont retiré l'ancien revêtement, l'eau souterraine a envahi et la roche s'est effondrée sans cesse. Le projet, prévu sur quelques années, a duré jusqu'en 2002. Le barrage de Bakhtiari, prévu parmi les plus hauts du monde, se situe au cœur d'une gorge du Zagros. Contrat de 2 milliards de dollars signé avec la Chine en 2011 puis annulé en moins d'1 an, confié aux gardiens de la Révolution. Des cérémonies et routes d'accès, mais aucun barrage. Juste une gorge qui attend toujours. Les corridors de transport dans cette région sont contraints de passer par des cols étroits et difficiles. Les marchés restent fragmentés car les relier coûtent énormément cher. Certaines régions du pays évoluent presque isolément sur le plan culturel, économique et logistique. Le relief, principal atout défensif de l'Iran, demeure aussi l'un de ses problèmes internes majeurs. Au cœur du problème, 2 monstres. Le premier, la chaîne du Zagros, n'est pas une simple crête franchissable et oubliable. C'est une succession implacable de crêtes parallèles empilées les unes derrière les autres. Elle s'étend sur 1450 km du nord-ouest jusqu'à Bandar Abbas, sur le détroit d'Ormuz. Sommet après sommet dépassent les 3000 mètres, et dans la section sud-centre, au moins 5 d'entre eux franchissent les 4000 mètres. Géologiquement, le Zagros est une extension méridionale du Caucase, ancien, massif et presque délibérément placé, pour rendre l'ouest de l'Iran infranchissable. Le deuxième système, l'Alborz au nord, est plus étroit et encore plus sévère. Les sommets atteignent en moyenne 3000 mètres et ne descendent pas progressivement vers la mer Caspienne. Ils descendent si abruptement que la bande côtière entre montagne et mer mesure, en général, de 10 à 70 km de large. Et dominant tout cela se trouve le mont Damavand,
un volcan endormi, haut de 5610 mètres. C'est le point culminant de l'Iran, et le deuxième sommet le plus élevé d'Eurasie, à l'ouest de l'Hindoukouche. L'Alborz repose sur une géologie vieille de centaines de millions d'années, des grès du Dévonien, des schistes du Jurassique, traversés par des veines de charbon, et d'épaisses couches de tufs volcaniques et de lave d'un vert distinctif, des roches qui se sont formées lorsque cette partie de la Terre subissait des transformations violentes. Ces deux chaînes de montagnes ne repoussent pas seulement les ennemis, elles empêchent aussi les régions iraniennes de se connecter. L'Iran a engagé son ambition d'ingénierie, la plus vaste et la plus coûteuse, face à ces montagnes. À chaque fois, les montagnes l'ont emporté. La géographie de l'Iran est difficile, mais sa force majeure est à l'est. À l'extrémité et des 1800 km de côte sud se trouve quelque chose qui rend tout cela stratégiquement irremplaçable, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime de 167 km se resserre jusqu'à 21 à 24 milles nautiques au plus étroit, avec des voies navigables internes de quelques milles seulement. Par cette étroite ouverture transite 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, soit 20 millions de barils par jour, ainsi que d'importants volumes de GNL et de produits pétrochimiques. Chaque pétrolier quittant le golfe Persique passe par ce point. L'Iran se trouve sur toute la rive nord. L'Iran contrôle 7 des 8 principales îles du détroit, dont Abu Moussa et les grandes et petites Tuins, situées sur les routes pétrolières, fortement militarisées et revendiquées par les Émirats arabes unis. Grâce aux bases navales de Bandar Abbas, Boucher et Chabayar, Téhéran peut menacer ou protéger le trafic du détroit selon ses conditions. En juin 2025, l'Iran a utilisé des drones à double rôle selon sa doctrine du contrôle intelligent, ciblant des sites précis et épargnant le trafic neutre. Le résultat fut une baisse immédiate de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole et une hausse de 50 à 100% des primes d'assurance maritime. En 2026, plus de 1650 navires avaient subi des perturbations du GPS et de l'AIS à l'intérieur du détroit, suffisant pour faire de la navigation commerciale un risque calculé au quotidien. La faible largeur de leur couloir de navigation fait qu'un minage limité ou des interférences électroniques peuvent suffire à perturber les marchés mondiaux de l'énergie. L'île la plus stratégique est l'île Vitale, officiellement nommée île de Karg. Petite île corallienne à 21 miles au large, par où transitent presque toutes les exportations de pétrole iranien. Pendant le conflit de 2025, il a été immédiatement visé par les frappes américaines, pour une raison simple. Celui qui contrôle Karg contrôle l'ensemble des revenus de l'État iranien. Sur le côté du port, Bandar Abbas se trouve directement sur la baie d'Ormuz, en face des îles de Kashim, Larak et Ormuz. Il gère la plupart du trafic de conteneurs iraniens et est relié à Téhéran par route et rail. Mais la faible profondeur de ses eaux force les grands navires à décharger au port des Émirats arabes unis, puis à transférer la cargaison sur de plus petits bateaux. Chabahar, située à l'est sur le golfe d'Oman, est la seule ville portuaire iranienne en dehors du détroit, avec un accès direct en eau profonde à l'océan Indien. Téhéran la présente comme un corridor vers l'Afghanistan et l'Asie centrale. La géographie est idéale, mais Chabahar se trouve dans l'une des provinces les plus reculées d'Iran. Sans investissements importants dans les infrastructures de l'intérieur du pays, cet avantage reste surtout théorique. Chaque pays construit routes et chemins de fer, mais en Iran, construire une route, c'est mener une bataille contre le relief, pas juste un projet d'ingénierie. Prenez le chemin de fer transiranien. Inauguré en 1939, il demeure l'un des ouvrages d'infrastructure les plus audacieux sur le plan technique jamais construits. Pour traverser les monts Zagros, les ingénieurs ont creusé 126 tunnels dans certaines des roches les plus anciennes et compactes du monde. Pour franchir le col de 2220 mètres entre Téhéran et la mer Caspienne, il a fallu pousser la pente à 2,8%, une inclinaison si raide que les trains rampent encore dans des sections qui ont nécessité des décennies, et un coût humain énorme pour être creusé. C'était en 1939. Les défis n'ont pas changé. En ce moment, le projet d'infrastructure le plus crucial du pays est l'autoroute Téhéran-Chomal, 120 km, conçue spécifiquement pour relier la capitale à Chalut, sur la mer Caspienne. Dans la plupart des pays, ce serait une autoroute classique. Ici, cela nécessite plus de 30 tunnels jumeaux, le plus important étant le tunnel de l'Alborz, 6400 mètres creusés en plein cœur de la chaîne de l'Alborz. Dans cette montagne, les ingénieurs ont fait face à tout à la fois. Une roche, sous 850 mètres de couverture, exerçant une pression qui pousse la masse rocheuse contre les parois du tunnel. Du méthane, du sulfure d'hydrogène forçant les ouvriers à respirer avec de l'air pressurisé. De l'eau s'infiltrait par des vides karstiques à 800 litres par seconde qu'il a fallu traverser. La faille de Kandavan, avec ses déplacements verticaux de plusieurs kilomètres, bloquait les tunneliers et rendait chaque mètre de progression un véritable combat contre la géologie. Voilà à quoi ressemble réellement le fait de relier Téhéran à son propre littoral.
Le coût total se résume en un seul chiffre. Les seuls accidents de la route coûtent à l'Iran environ 20 milliards de dollars chaque année, soit environ 7% du PIB, plus que l'ensemble du budget national de la santé. Ce n'est pas la conduite des Iraniens, mais le coût d'entretenir des infrastructures sûres, sur un terrain hostile à grande échelle, qui reste une plaie financière permanente. L'Iran a beaucoup investi dans les tunnels, chemins de fer et autoroutes. Les montagnes ont tout absorbé et la facture augmente sans cesse. Et ce n'est pas un cas isolé. Au nord, elle possède une bande de 404 miles qui longe la mer Caspienne. Mais les montagnes de l'Elbourz sont si proches de l'eau que par endroits, l'écart entre les sommets et le rivage se réduit à seulement 10 km. C'est étroit, contraignant, et pourtant cette fine bande est l'un des seuls endroits en Iran qui soit naturellement humide et véritablement fertile. Une rare exception dans un pays défini par l'aridité. Mais dans le sud, le paysage physique change radicalement. La terre descend d'un plateau d'environ 600 mètres avec des pentes atteignant 1800 mètres jusqu'à de petites plaines côtières le long du golfe Persique et du golfe d'Oman. Falaises rocheuses, terre basse parsemée et peu de zones plates entre montagnes et eaux. Elle a 13 voisins à ses frontières. 7 pays bordant l'Iran, Turquie et Irak à l'ouest, Arménie et Azerbaïdjan au nord-ouest, Turkménistan au nord-est, Afghanistan et Pakistan à l'est. La frontière terrestre la plus longue va jusqu'au Turkménistan. La plus courte avec l'Arménie suit la rivière Aras sur quelques dizaines de kilomètres, et aucune ne traverse un terrain facile. Les crêtes du Zagros forment la frontière avec l'Irak et la Turquie. Le désert et la broussaille marquent les confins avec l'Afghanistan et le Pakistan. Difficiles à envahir mais aussi à surveiller. Ces frontières sont donc restées des couloirs de contrebande qu'aucun gouvernement n'a jamais pu totalement fermer. Les 2440 km de côte de l'Iran lui donnent 6 voisins maritimes, le Koweït, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et Oman, répartis le long du golfe Persique et du golfe d'Oman. Au nord, le littoral de la mer Caspienne fait face à la Russie, au Kazakhstan, au Turkménistan et à l'Azerbaïdjan, soit 4 pays de plus. L'Iran possède entre 130 et 160 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole brut, soit 8 à 10% de tout ce qu'il reste dans le monde. La quasi-totalité se trouve dans le sud-ouest, dans les contreforts du Zagros et la plaine du Khouzistan, avec des champs offshore dans le nord du golfe Persique alimentant l'île de Karg. Et des pipelines partent de ces champs vers les raffineries d'Abadan, Ispahan, Téhéran, Tabriz, le système circulatoire de toute l'économie, circulant sous les mêmes montagnes qui ont toujours défini ce pays. La géographie de l'Iran est sa plus grande force, mais aussi son plus lourd fardeau.